À la une, Sylvain Attal. Bonjour à tous et bienvenue à la une. Après le discours hallucinant de Moammar Kadhafi menaçant de mort tous les insurgés qu'il appelle des rats, encore des questions. Jusqu'où le dictateur aux abois, qui a été durement condamné hier par le Conseil de sécurité, qui est menacé d'une mise au ban par la Ligue arabe, jusqu'où peut-il mettre ces menaces à exécution? Est-ce là, comme on l'a vu en Tunisie ou en Égypte, la dernière tentative d'un tyran coupé des réalités, promise au même accueil? Enfin, si Kadhafi n'est peut-être qu'un chef en sursis, qui peut encore arrêter sa main criminelle? Voici quelques-unes des questions que nous allons évoquer ce matin avec Lazare Belac. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Maghreb Confidentiel. C'est un discours hier effrayant, vraiment effrayant. Mais en même temps, est-ce qu'on découvre vraiment la folie de Kadhafi ? Non, alors c'est pas. Enfin, ce genre de discours, Kadhafi est un habitué, des discours longs dont il lit plus ses feuilles, ça dure des heures et des heures. Ce qui est intéressant à relever dans le discours, moi j'ai relevé deux choses intéressantes dans le discours, c'est que d'abord il a fait ça depuis son palais bombardé en 1986. La mise en scène, qui est complètement surréaliste, on dirait un fantôme. Bombardé par les Américains. Bombardé par les Américains, et quand on voit les images, on dirait un fantôme qui sort comme ça des décombres. C'est, je pense, une façon pour tenter de rappeler aux Libyens qu'il est le chef de la révolution anti-américain, anti-occidental, et réveiller peut-être la fibre nationaliste libyenne. Voilà. Expliquez un peu cette rhétorique particulière de Kadhafi qui s'imagine que la Libye est au pinacle du monde, qu'elle va diriger l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ça signifie quoi, ça ? Ça signifie pas grand-chose dans la mesure où c'est son discours révolutionnaire. Bon, lui, c'est quelqu'un qui a toujours été dans des combats comme ça pour lui-même, pour son propre pouvoir, et il s'est toujours, quand il était au banc des nations, il s'imaginait chef du Maghreb uni, ensuite il s'est imaginé chef de l'Afrique. Bon, là, les Libyens gobent ça ? Non, plus du tout. Plus maintenant. Les Libyens veulent être Libyens. Les Libyens veulent pas être. Les Libyens demandent du développement et de la démocratie chez eux, et je pense qu'ils en peuvent plus de voir le même bonhomme depuis 42 ans leur servir la même soupe. Alors pourquoi aujourd'hui, si ça a duré 42 ans, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un simple effet d'imitation à la suite de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte? Alors oui et non, c'est-à-dire que les Libyens sont très influencés et très sensibles à ce qui se passe chez les voisins tunisiens et égyptiens, qui sont des voisins très prestigieux à leurs yeux. Ce qui est nouveau dans le cas libyen, c'est que il y a eu une croissance démographique énorme, la population est jeune, on est passé de 3 millions de personnes quand Kadhafi a pris le pouvoir, même moins que ça, peut-être 2, à 7 millions aujourd'hui. Et 7 millions de Libyens, vous comptez les étrangers qui travaillent en Libye là-dedans? 6 millions et demi de Libyens et 500 000 étrangers. Non, plus que ça. Les étrangers, il y en aurait entre 6 et 7 millions de Libyens et un nombre d'étrangers. Est-ce que c'est un pays où on va travailler? C'est un pays d'immigration, parce que c'est un pays riche. Bien sûr, ouais. Et alors, ce qui est nouveau aujourd'hui en Libye, c'est que un nombre de plus en plus grand de jeunes Libyens n'a pas accès à la manne pétrolière. Et je pense que c'est une des clés de la révolte aujourd'hui. Donc, point commun là avec la Tunisie, c'est une jeunesse et des classes moyennes qui se disent que la prospérité ne leur a pas profité suffisamment. Voilà, en tous les cas, c'est pas une réelle prospérité, c'est une économie de rente où on distribue des choses aux gens sans travail, sans véritable développement. Est-ce que Kadhafi, en plus de ses rodomontades habituelles, s'est enrichi personnellement comme les Moubarak, comme les Ben Ali? Alors, Kadhafi, personnellement, je sais pas. Ce qui est certain, c'est que ses fils sont richissimes et que son clan est richissime. Donc là aussi, encore un point commun. Jusqu'à quel point, à votre avis, ces menaces proférées hier peuvent être mises à exécution? Et qui peut les mettre à exécution? Quel est le rapport de force actuellement, à votre avis, entre les gens entre sa garde prétorienne, on va dire, et les manifestants et les soutiens qu'ils ont reçus d'une partie de l'armée? Alors, les menaces, elles ont déjà été mises à exécution. Ça fait quand même semaines que les gens sont tués dans la rue. On sait que les forces aériennes auraient bombardé les manifestants. Ce qui est certain, c'est que Kadhafi se reposera de plus en plus sur ses gardes privés, sur ses milices privées qui sont loyales à lui et à ses fils Ramiz, Saadi, Muatassim. Et ce sont des milices qui sont plus nombreuses, mieux armées, mieux payées que l'armée régulière. Oui, mais si sa menace proférée hier, c'est vraiment de nettoyer la Libye maison par maison,
et si on peut supposer que le peuple est quand même maintenant contre Kadhafi, est-ce que, par exemple, quand vous voyez que le vice-ambassadeur de Libye à l'ONU parle de menace de génocide, est-ce que c'est un mot qu'on peut employer? Je ne sais pas si on peut parler de génocide, mais il faut attendre de voir qu'est-ce qui se passe effectivement. Mais ce qui est certain, c'est que Kadhafi a rarement hésité à mettre à exécution ses promesses. Quelle est la possibilité que, par exemple, la résolution du Conseil de sécurité, assez dure hier, ait une quelconque influence sur lui, la Ligue arabe qui menace de le mettre au banc? On sait que Kadhafi a souvent méprisé, au fond, les Arabes. Honnêtement, je pense que ça n'aura aucune influence. Enfin, c'est quelqu'un qui a vécu pendant des années et des années sous l'embargo, qui a été mis au banc des nations comme étant un terroriste et un financeur de terroristes. De ce côté-là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. En même temps, il y avait un aspect assez cynique aussi dans le discours lorsqu'il rappelle que la communauté internationale est restée indifférente face au massacre commis par les Russes en Tchétchénie ou par les Chinois à Tiananmen. Il a analysé ça, et... Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il pense lui mais je pense que les menaces de la communauté internationale, à moins d'une intervention armée, pour lui, elles n'auront aucun effet. Ça, c'est certain. Spécificité de la Libye, lorsqu'il dit, là peut-être qu'il faut l'expliquer, lorsqu'il dit je n'ai aucun poste officiel, je ne suis président de rien, donc je ne peux pas démissionner. Là aussi, c'est une fiction de Kadhafi. Bon, ça c'est de la rhétorique totale. Ce qui est plus intéressant en revanche dans le discours, c'est qu'il a beaucoup parlé des tribus. Il a dit à certaines tribus, donc aux Zouaï, aux Urfela, aux Obeidat, mais tous ces combats qu'on a menés ensemble, vous ne pouvez pas les oublier, vous ne pouvez pas m'abandonner en race campagne. Enfin, grosso modo, c'était le sens du discours. Donc il essaye de retisser un peu le lien tribal qui lui a permis de rester 42 ans en Libye, et c'est également ça qui est en train de se déliter aujourd'hui. Mais les tribus l'abandonnent pourquoi? Parce qu'elles aussi, elles se sentent un peu laissées pour compte? Alors il y a les tribus de l'Est qui historiquement ont toujours été mises de côté et laissées pour compte par Kadhafi. Donc la ville de Benghazi, elle est historiquement révolutionnaire et en révolte parce que elle a jamais bénéficié de la manne pétrolière, parce que c'est une tribu différente qui a jamais vraiment fait allégeance au Kadhafedam, qui est la tribu de Kadhafi. Et voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur les tribus libyennes. Vous pensez que les jours de Kadhafi sont comptés? Écoutez, c'est dur de dire. C'est quelqu'un qui a toujours, même quand on pensait cette fois-ci il est fou, il est allé trop loin, il a pété les plombs, il a toujours réussi à se maintenir au pouvoir, même après des bombardements américains, même après un embargo, etc. Dernière chose, puisque vous occupez tout le Maghreb, comment est-ce que vous expliquez le calme relatif, pour l'instant? Il faut rester prudent, mais dans les pays comme le Maroc et l'Algérie, où il y a eu des manifestations, mais c'est resté quand même... Alors, en Algérie, les manifestations ont été de faible ampleur parce que le pouvoir politique a mis Alger sous cloche, c'est-à-dire que les trains étaient coupés, les bus n'accédaient plus à Alger, donc pour les manifestants qui voulaient se rendre dans le centre-ville, c'était tout simplement impossible. Il y a eu des manifestations très violentes en Algérie en janvier, un tout petit peu avant un tout petit peu avant la Tunisie, par exemple, sur des histoires de prix des denrées alimentaires. Donc ça, pour l'instant, c'est réglé parce que le pouvoir politique a réussi à faire baisser les prix, mais en cas de remontée du cours de ces denrées alimentaires, ça peut repartir. À surveiller. Bon, on n'a pas vraiment le temps de parler du Maroc, ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup, Lazare, d'avoir été avec nous. Lazare Bellac, rédacteur en chef de Maghreb Confidentiel. Passez une bonne journée sur France 24. Restez plus que jamais avec nous pour suivre les derniers développements de l'actualité. Et l'actualité, c'est le journal. Dans un instant, Marion Gaudin revient sur les événements dans les pays arabes qu'on évoquait à l'instant et notamment la situation en Libye.